If the star is massive enough, it will continue this collapse, creating a black hole, where the warping of space-time is so great that nothing can escape, not even light. It gets smaller, smaller. The star, in fact, gets denser as atoms, even subatomic particles, get literally crushed into smaller and smaller space. And at its end point, what are we left with? A space-time singularity. Space and time come to a stop. I wonder what would happen if you applied Penrose's theory about black holes to the entire universe. A singularity. A space-time singularity. So the universe born from a black hole exploding. Keep going. What do you mean keep going? What? Before the universe began? No. Keep going, develop the mathematics. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le but de ce cours aujourd'hui, enfin des 3 prochains cours, est d'aborder le paradigme systémique. C'est un des 2 paradigmes fondamentaux des sciences de l'information et de la communication. Il s'agit aujourd'hui d'aborder une question essentielle sur une des plus grandes révolutions des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences dures. L'approche systémique. L'approche de la compréhension de l'ordre et du désordre, de l'organisation et du chaos, par l'analyse des systèmes de relations d'information entre des éléments à l'intérieur d'un système. Cette question est universelle, fondamentale et traverse toutes les sciences humaines et sociales. Nous avons eu affaire au début du XXe siècle à plusieurs révolutions épistémologiques sur lesquelles les sciences humaines et sociales se fondent encore aujourd'hui. La révolution systémique est sans aucun doute une des révolutions les plus importantes et nous allons essayer d'aborder ce sujet extrêmement complexe en 3 modules, 3 séances pour voir l'évolution de cette approche et comment elle peut servir non seulement le chercheur en sciences de l'information et de la communication, mais aussi le professionnel de la communication. La grande révolution intellectuelle va reposer sur l'idée que nous devons étudier les relations d'échange d'informations entre les éléments d'un système et que c'est dans ce système d'information, dans ce système d'échange, que se niche le secret et la réponse à la question de l'ordre et du désordre. Comment se fait-il qu'il y ait à un moment des unités, des organisations qui réussissent à être stables dans un chaos environnemental et dans une multiplication d'interactions changeantes? Comment se fait-il que la vie a émergé? Comment se fait-il que les gaz, que les systèmes suivent des lois régulières et réussissent à se stabiliser en des formes relativement contenues, relativement organisées? Cette révolution vient fondamentalement de la physique. Puis très rapidement, on va passer de la physique, des théories thermodynamiques de la physique, à la biologie et aux sciences du vivant. Elle va apporter un nouveau regard sur les sciences du vivant. Puis, progressivement, elle va migrer vers les sciences cognitives et la théorie de la pensée, la théorie de la conscience. Et les sciences cognitives sont véritablement la rencontre entre l'approche systémique et la psychologie. Et elles nous ont apporté énormément de révolutions, notamment l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une nouvelle forme de compréhension de ce que c'est que la cognition et le raisonnement. Puis, des sciences cognitives, de la psychologie, du science de la vie, par analogie, on va progressivement voir les sciences humaines et sociales, notamment la sociologie et la psychologie sociale, s'intéresser à cette approche systémique et pouvoir répondre à énormément de problématiques qui étaient jusque-là très difficilement appréhendées, très difficilement comprises. Et dans ces sciences humaines et sciences sociales, évidemment, les sciences de la communication, les sciences de l'information et de la communication vont être fortement impactées, voire même être un des fruits directs de l'approche systémique. On ne peut pas imaginer les sciences de la communication sans comprendre la place fondamentale de ce paradigme. Ainsi, au cœur de ce paradigme, il y a l'étude de la transmission d'informations.
de l'échange entre un élément émetteur et un élément récepteur. Et en même temps, il y a aussi une approche macroscopique de la disposition, de la forme que peut prendre un ensemble de relations, un ensemble d'échanges d'informations dans un groupe régulé, c'est-à-dire dans un groupe qui connaît une certaine reproduction, qui connaît une certaine permanence dans sa structure et dans son système. La théorie systémique a d'abord un fondement dans les sciences de l'information. Et on ne peut pas parler des sciences de l'information si on ne parle pas de Claude Shannon. Claude Shannon est un ingénieur informatique, du moins un ingénieur électronique, qui travaille pour la société Bell et qui doit tout simplement essayer de trouver une solution pour améliorer les débits et les échanges à l'intérieur de cette nouvelle branche de la télécommunication qui, à partir de l'entre-deux-guerres, va se développer d'une façon très rapidement. Bell étant une des sociétés très connues des télécommunications, va demander à plusieurs de ses ingénieurs à essayer de réfléchir sur le calcul, l'anticipation et l'amélioration de la transmission de l'information. Donc c'est un ingénieur tout simple entre guillemets, mais qui s'avère être en réalité un chercheur génial et un très grand mathématicien. C'est dans le cadre de ses fonctions d'ingénieur qu'il va publier un petit rapport technique à destination de sa hiérarchie, qui n'a pas de visée de publication a priori, et dans lequel il va essayer, avec toute l'intelligence et tout le génie mathématique qu'il a, mais en même temps avec une énorme modestie, de définir ce que c'est qu'échanger de l'information et de la communication. Il faut savoir que ce paradigme, le paradigme des sciences de l'information et de la communication, la définition élémentaire, l'alphabet de la théorie de l'information, va avoir un bouleversement énorme. Dans le paradigme structuro-linguistique, nous l'avions déjà abordé, car c'est ce schéma-là que Roman Jakobson va rencontrer en tant que linguiste et qui va profondément modifier la linguistique. On voit là un des éléments importants à comprendre dans les sciences, c'est la migration des concepts. Et on ne peut pas imaginer une discipline d'une façon autonome, homogène. Ce concept-là, le concept produit par un ingénieur dans des sciences de l'information, va migrer dans énormément de disciplines, et cette migration, cette hybridation à l'intérieur des disciplines, notamment la linguistique, va créer des petites révolutions dans chacune des disciplines. On ne peut pas imaginer Roman Jakobson si on ne comprend pas l'héritage que Jakobson a de la linguistique et sa rencontre avec les théories de l'information et de la systémique. C'est bien cette hybridation, c'est bien ce mélange, cette mutation qui va ouvrir les branches du paradigme linguistique. Revenons à Claude Shannon. Claude Shannon va essayer très simplement de définir un schéma pour que nous tous, nous puissions tomber d'accord sur ce que c'est que transmettre de l'information. Claude Shannon va nous dire tout d'abord, quand il y a information, il y a une intention émettrice et il y a un phénomène de réception. Donc à chaque bout de la chaîne, on va voir un émetteur et un récepteur. Émetteur ayant l'intention de produire un symbole, récepteur recevant ce symbole et étant assigné à une certaine interprétation de ce symbole. Pour qu'il y ait échange d'informations, il faut qu'il y ait un canal qui permette de mettre en contact l'émetteur et le récepteur. Ce canal est un environnement matériel. C'est un ensemble de nécessités, un ensemble de facteurs qui doivent permettre le contact entre l'émetteur et le récepteur. Une fois qu'il existe un émetteur, un récepteur et un canal, ça veut dire un ensemble de caractéristiques qu'il nous faudra définir, bien sûr, eh bien, il va falloir que l'émetteur puisse produire un symbole interprétable. Et en cela, il va utiliser deux éléments. Il va d'abord utiliser un code, un ensemble de règles pour fabriquer un signe, ce qui va être le langage, le code linguistique, le code informationnel. Et en même temps, il va avoir besoin d'une matérialisation de ce code. Cette forme, ce modèle qui produit le symbole, va devoir être transportable. Et pour être transportable, il va falloir l'émettre. L'émettre, c'est-à-dire le matérialiser. Donc, forme, code et matière, on retrouve ici le paradigme linguistique. Je vous invite vraiment à regarder le cours sur le paradigme linguistique. Forme et substance vont permettre, forme et matière vont permettre de fabriquer le symbole. Une fois que ce symbole est fabriqué, il va falloir le transporter par des autoroutes, par des voies, par des espaces qui permettent de faire diffuser ce symbole. Et ensuite, une fois qu'il a été transporté, il doit être reçu. Il doit être reçu d'abord matériellement. Vous voyez, c'est une sorte de boucle inverse. Il doit être reçu
matériellement, donc il doit avoir quelque chose qui permet de réceptionner cette matière. Et une fois que cette matière est réceptionnée, il doit être capable d'être décodé. Il doit avoir un système qui permet de trouver la forme dans la matière. Et en trouvant la forme dans la matière, le récepteur va non seulement comprendre le symbole, mais va comprendre aussi tout le processus communicationnel. Dans la matière même, il y a la trace de celui qui l'a émis et les conditions dans lesquelles il l'a émis. Et enfin, le récepteur est l'héritier, il reçoit un symbole, mais entre-temps, et ça c'est un des concepts les plus importants, entre-temps, beaucoup de bruit, beaucoup d'informations qui n'étaient pas liées à l'intention de l'émetteur se sont incrustées à l'intérieur de ce dispositif relationnel. Dans la relation, beaucoup de bruits se sont incrustés durant la communication, ce qui va rendre très difficile au récepteur d'interpréter avec une netteté l'intention de l'émetteur. Parallèlement, l'émetteur, lui, a dû anticiper ce bruit, a dû réfléchir aux conditions de son émission et de son transport, et donc a comme obsession la réduction de ce bruit pour s'assurer et anticiper que le récepteur sera dans les meilleures conditions pour recevoir son intention. Cette définition, chacun de ces concepts va être une branche de la recherche. Chacun de ces concepts va ouvrir des réflexions sur la notion réelle. On va réfléchir à la communication orale. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une voix? Qu'est-ce que c'est que l'air? Qu'est-ce que c'est que la différence entre produire un son avec ma bouche et recevoir un son avec mon oreille? Vous voyez, souvent le récepteur et l'émetteur, l'émission et la réception ne sont pas de même nature. Ce ne sont pas les mêmes produits, ce ne sont pas les mêmes outils. Pour enregistrer ce cours, j'ai besoin d'une caméra et d'un micro. Par contre, vous, pour voir ce cours, vous avez besoin d'un écran et de baffles. Donc vous voyez, la matérialisation ne sont pas de même nature. Même si elles sont proches, elles ne sont pas de même nature. Parfois, le canal lui-même est multicanal. Je fais vibrer l'air dans mon environnement pour pouvoir produire de la voix, mais cette vibration est captée par un premier canal, c'est un premier canal, et il est capté par un second canal qui est numérique, à travers ce micro, qui va le transformer en 0 et 1, et qui va permettre de le transporter dans les circuits numériques. Donc vous voyez très vite, à partir de ce simple dictionnaire de concepts, hein, cette simple heuristique qui nous permet de regarder une émission et une réception, on va pouvoir avoir des analyses très très fines. Et quand vous réfléchissez à l'objectif de la systémique, c'est-à-dire en fait de faire un ensemble de relations et des analyses formelles sur un ensemble de relations, vous voyez très vite qu'en fait nous sommes face à un concept fondamental qui va apporter une énorme plus-value à la réflexion sur ce que c'est qu'une organisation qui échange de l'information. Et en même temps, qui va nous donner les endroits où il faut réfléchir au dysfonctionnement de l'information. N'oublions pas que professionnellement, la plupart du temps, ce qui nous intéresse, ce n'est pas quand le train arrive à l'heure, mais de se demander pourquoi les trains n'arrivent pas à l'heure ou ils sont fréquemment en retard. Donc, c'est les dysfonctionnements de la communication, les inquiétudes de la communication qui sont 70 ou 80% des interrogations en communication. Ensuite, il y a l'optimisation de l'information et de la communication. Et bien, nous avons ici des concepts qui nous permettent de chercher un heuristique, une façon de regarder la réalité qui nous permet de chercher où peut se poser les problèmes, ou où avons-nous des marges pour améliorer la performance de l'échange de l'information et de la communication. Le deuxième concept important, il y a un deuxième concept important, c'est celui d'entropie, la quantité d'information. Alors Shannon va reprendre un concept de Fisher sur l'idée de comment mesurer une quantité d'information. Il y a deux façons de mesurer la quantité d'information. Soit matériellement, c'est-à-dire mesurer la quantité de produits matériels qui ont été transportés, c'est une quantité d'information, mais il y a aussi la version anthropique, c'est-à-dire de montrer comment l'information a une part en elle qui est nécessaire et qui est irréductible, et Claude Shannon va appeler ça l'entropie. L'entropie, c'est un concept extrêmement complexe, il y a beaucoup de débats sur cette définition, mais on peut voir que ces 30 ou 40 dernières années, l'entropie informationnelle est un des fondements de la définition de l'entropie. Alors qu'est-ce que c'est que l'entropie? L'entropie, c'est la quantité d'improbabilité des informations qui circulent dans un système. Alors c'est évidemment très complexe, je vous ai mis ici l'équation, et vous voyez que cette équation est à la fois très simple et pas si simple que ça. Claude Shannon va partir sur le principe que si
un récepteur peut prévoir tout ce que l'émetteur va lui donner, imaginons une théorie, enfin un modèle absolu comme ça, le récepteur est capable de prévoir exactement tous les signes à venir, il est en train de recevoir de l'information, il est capable de prévoir tous les signes à venir. En fait, il ne reçoit aucune information, puisqu'à partir du premier ou deuxième symbole qu'il reçoit, il a les algorithmes, il a les lois, il a les règles qui lui permettent de produire tous les autres. Donc en fait, il n'a plus besoin de recevoir de l'information. Donc qu'a-t-il reçu réellement? Ben, il n'a rien reçu, puisque lui-même, à partir de très peu d'informations, il en a compris toutes les choses. Les informations étaient totalement prévisibles. Alors imaginez, dans l'absolu, des informations totalement prévisibles, dont la probabilité tend vers 1, vers 100%, ben, si vous inversez la probabilité, hein, regardez bien cette équation, elle est juste là, si vous prenez la probabilité qu'avait cette information d'arriver, si la probabilité était de 100%, ça veut dire que je pouvais vraiment la prévoir, donc de 1, 1 sur 1 égale 1. Donc, il n'y a pas une augmentation de la quantité d'informations. Par contre, imaginons que l'information que je viens de recevoir était totalement improbable. Vraiment, elle me surprend. Je dois m'y consacrer parce que vraiment, tout ce qu'il y avait dans ma réception était incapable de prévoir cette information. Et elle est même très très surprenante. Alors, prenons un exemple, sa probabilité était de 1%, 0,01. Donc 1 sur 0,1 est un chiffre très important, hein, on est d'accord, c'est 100. Et donc, la quantité d'informations a été multipliée par 100. C'est-à-dire l'entropie a été multipliée par 100. L'incertitude a été multipliée par 100. Or, l'entropie est corrélée au travail interprétatif. Plus l'information va être improbable, plus je vais avoir besoin d'un travail interprétatif pour l'intégrer dans mon système, pour lui donner un sens et pour qu'elle redevienne prévisible. Donc vous voyez, il y a une corrélation entre énergie que je dois consacrer à l'information et entropie qu'avait cette information. Si cette information est totalement prévisible, je n'ai pas de travail, l'entropie est nulle, et donc l'entropie est nulle, et donc mon travail, l'énergie que je dois y consacrer est quasiment nulle parce que mon système fonctionne, enfin, le travail et l'énergie que je dois ajouter par rapport à mon travail courant, il est nul, et donc on fonctionne carrément, simplement. Par contre, si l'entropie est excessive, si elle est très très importante, parce que nous sommes devant un phénomène extrêmement rare, alors mon travail et l'énergie que je vais consacrer pour pouvoir l'intégrer au système ou m'en débarrasser va être très importante. Donc voilà Shannon qui nous donne une équation qui nous permet de mesurer la quantité de chaos, de nouveautés, d'imprévisibilité dans des échanges d'informations. Et c'est pour ça qu'on a associé très souvent cette définition de l'entropie à une mesure du chaos, à une mesure de l'improbable. C'est-à-dire que plus dans un système, les informations qui circulent ne sont pas prévues par les récepteurs, plus ce système est chaotique, imprévisible, personne n'arrive à prévoir tout ce qui s'échange, plus on va dire que ce système est entropique. Alors, évidemment, qu'est-ce que la prévisibilité? Comment on peut prévoir? Pourquoi ce système ne prévoit pas, etc. C'est toutes les questions que vont se poser les chercheurs en systémique. Et on est encore dedans, hein. La systémique est une science qui a à peine 50 ans, 60 ans, bon, je vais dire maintenant presque 70 ans, et c'est une science très très récente. C'est une science qui réfléchit encore sur les conséquences de ce phénomène, de la compréhension de l'entropie. Donc l'entropie informationnelle, c'est la mesure quantitative de l'information, c'est-à-dire de l'imprévisibilité. Alors, pour être précis, l'entropie, c'est l'inverse de l'information. L'information, c'est ce qui est compris. L'entropie, c'est ce qui était imprévisible. L'information contre l'entropie. Et le travail, dans tout ça, permet de réduire l'entropie. Donc on a un système triadique qui est entropie, information, énergie, c'est-à-dire travail. Et l'équation entre les trois peut être relativement complexe. Et là on rentre dans des problématiques qui dépassent un peu le but de ce cours. Comprenons ici aujourd'hui qu'un système est entropique quand il est imprévisible, quand il est chaotique. Et donc un système prévisible, un système organisé, évidemment l'inverse de l'entropie est un système négantropique. Nous avons donc une capacité de mesurer l'ordonnancement d'un système. Plus un système est ordonné, c'est-à-dire plus ses règles de fonctionnement sont prévisibles, sont organisées, plus on peut l'anticiper, car c'est exactement ce qu'on fait dans la vie. Hein. Comment reconnaît-on un système du chaos?
Eh ben, on reconnaît un système du chaos parce qu'on voit qu'il fonctionne selon des règles qu'on finit par observer et prévoir. Le comportement de l'organisation se fait selon des règles qui nous permettent de prévoir son comportement. Et quand les règles sont absolues, structurées, et qu'on peut vraiment à 100% prévoir les actions de chaque agent à chaque moment, on a un système ultra ordonné avec une entropie qui tend vers zéro. Par contre, si c'est le chaos, si tout le monde court dans tous les sens, si on ne peut pas anticiper dans la seconde qui suit que va faire un tel, parce que vraiment il fait quelque chose de totalement imprévisible et toute l'organisation, nous sommes face à un chaos désorganisé, une foule en furie, une foule qui court après parce qu'un incendie vient de se déclarer dans le bâtiment, etc., etc. Une certaine entropie. Alors évidemment, c'est jamais 0 ou 1, hein, c'est une échelle, et une échelle qui permet d'appréhender la complexité d'un système. Donc, à la suite de Claude Shannon, Alan Turing, Norbert Wiener, John von Neumann, Ludwig von Bertalanffy vont être les très très grands chercheurs qui vont vraiment nous donner en systémique les fondements et les définitions des sciences de la complexité, des sciences systémiques. Donc, nous, en communication, nous, en sciences de l'information et de la communication, comment va-t-on récupérer ce modèle émetteur-récepteur des sciences de l'information? Vous allez voir que grâce à la linguistique, on va pouvoir fusionner le paradigme de Jacobson avec le paradigme systémique. Et on va se retrouver avec ce schéma très intéressant, qu'il va falloir analyser progressivement. Donc, le premier schéma le plus essentiel, c'est ici l'émetteur. L'émetteur, c'est l'intention de mettre en forme. C'est l'intention de fabriquer un signe. Cette intention, c'est toujours l'au-delà du signe. C'est ce qu'on doit retrouver par le signe. Donc il y a bien un moment une intention signifiante, l'intention de signifier. Attention, cet émetteur peut être une cellule dans le corps humain, peut être une bactérie, peut être un atome ou une molécule. La systémique, ce qui est fantastique, c'est qu'elle traverse les échelles d'analyse. On peut faire de la systémique à l'échelle moléculaire, voire à l'échelle de l'énergie pure. On peut faire de la systémique à l'échelle de la cellule. Et d'ailleurs, souvent, je ferai ce va-et-vient en prenant des exemples à plusieurs niveaux. Au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, mais au niveau d'une famille, d'une équipe, d'une organisation. Donc il y a une intention à un moment d'un des éléments du système. Cette intention, elle va pouvoir s'exprimer, se structurer plutôt, elle va pouvoir se structurer selon une forme. Et pour qu'il y ait cette forme, il faut qu'il y ait un code. On en a parlé tout à l'heure. Et ce code, pour pouvoir être transporté, va devoir connaître une matérialisation. Donc vous voyez, ce qui est commun au système, c'est le code et la matière, la voix. Il faut une voix, il faut un code, il faut ici donc une mise en forme qui respecte les règles du code, il faut ici une matérialisation qui respecte la matière, c'est-à-dire la voix transportable, qui est conditionnée par la voix, et la voix va conditionner la fabrique du signe. Si c'est un échange oral, vous savez donc qu'il y a le langage humain, et ce langage va utiliser l'air, et donc l'oralité, pour pouvoir transporter, en faisant vibrer à l'intérieur de sa corde vocale, pour pouvoir transporter le son. Si c'est du numérique, on peut en parler. Si c'est de l'écriture, bien sûr, il y a le langage écrit, qui respecte certaines règles, qui ne sont pas la même chose que le langage oral, et donc il y a une transportabilité, donc on va utiliser ici le contraste entre le sombre et le clair, et on va utiliser les alphabets, etc., etc. Donc vous avez compris la logique. Et de l'autre côté, évidemment, une fois réceptionné, eh ben, vous voyez cette flèche-là qui part du haut vers le bas, une fois que la matière est reçue, il faut qu'elle soit reçue, il faut qu'il y ait une oreille qui entende la voix, il faut qu'il y ait des yeux qui puissent lire le livre, et bien une fois que c'est reçu, on va retrouver dans cette matière particulière une certaine forme. Et c'est la forme qui est signifiante. C'est-à-dire l'agencement des éléments qui sont au niveau en dessous. C'est-à-dire que chaque système est emboîté l'un dans l'autre, et chaque système est une interprétation du système qui l'emboîte. Donc, il y a un système du langage, il y a des formes et il y a un système du langage, et ce système du langage, il est la matière première pour faire le système de l'échange interpersonnel. Donc, on va décoder le système langagier par la conscience humaine, et cette forme-là va être la productrice, la création
d'une copie de l'intention chez le récepteur. Copie qui ne sera pas une copie conforme, parce que dans tout ça, il y a évidemment le bruit, et ce bruit, ces difficultés qui vont être... Et puis la performance aussi, hein, la performance à chacune de ces étapes, fait qu'il y a une détérioration de la transmission, et qui fait que la réception n'est jamais parfaitement égale à l'émission, et parfois même elle est très très éloignée, voire elle échoue complètement, parce que la réception est peut-être des fois le contraire, hein, c'est quand on ne se comprend pas, quand il y a une mauvaise interprétation de ce que je viens de dire, on se retrouve avec un vrai problème d'interprétation, et il faut se demander à quel moment, et peut-être à plusieurs moments, à quel moment on a perdu une partie de l'information transmise, et à quel moment il n'a pas été capable de le recevoir, ou de le coder, hein, évidemment. Donc vous voyez que l'ensemble de ces codes sont des éléments qui nous permettent aujourd'hui de définir l'échange informationnel et qui définissent aussi la recherche en sciences de l'information et de la communication. La deuxième étape importante, le deuxième moment important, ça a été l'étape de la cybernétique. Les systèmes d'information s'appellent systèmes à partir du moment où ils sont ordonnés et régulés. Et donc ça va amener le deuxième concept le plus important en systémique, celui de la régulation, de la cybernétique. La cybernétique a une racine grecque qui veut dire l'art de gouverner. L'art de gouverner, c'est-à-dire l'art de s'assurer que les règles sont respectées à l'intérieur du système. Attention, il ne faut pas tout de suite associer l'art de gouverner à la hiérarchie, au commandement, à la verticalité. L'autorégulation, c'est en réalité la façon de gouverner la plus importante dans le monde, dans la matière, dans la science du vivant. Il n'y a très très peu de systèmes qui sont hiérarchiques et qui sont gouvernés. La plupart des systèmes sont autorégulés, sont entre guillemets anarchiques dans le sens où tous les éléments participent à la régulation du système. Et quand on réfléchit très très bien, en fait le modèle vertical et hiérarchique de l'art de gouverner est une utopie, ou du moins, pardon, c'est une mythologie. Il n'y a aucun système qui fonctionne en fait verticalement. Et l'idée que des commandants dirigent un ensemble d'éléments est une absurdité dans le monde du vivant et même chez les êtres humains. La plupart du temps, il n'y a pas d'organisation sans qu'il y ait autorégulation. Quand on veut être entre les deux, on en reparlera plus tard, mais on parlera de co-régulation pour la plupart du temps. Mais bon, on est plus proche de l'autorégulation que de la régulation. Donc pour revenir à ce concept, la cybernétique, c'est Norbert Wiener qui va écrire un livre fondamental, traduit en français, qui s'appelle « Cybernétique et société ». Et ce livre va vraiment définir ce que c'est que l'émergence et la structuration, c'est-à-dire comment du chaos vont s'organiser à un moment un ordre, et comment cet ordre va être régulé. La cybernétique ne deviendra jamais un domaine scientifique à part entière, c'est une façon de regarder les systèmes. Or, comme les systèmes sont analysés dans toutes les disciplines et dans toutes les réalités qu'on observe, eh bien, la cybernétique va se fondre à un moment comme un ensemble de concepts que l'on va retrouver un peu partout, des sciences politiques à la sociologie, aux sciences de la vie, à la biologie ou à la théorie des gaz en physique. Donc, la cybernétique, comment se fait-il que l'ordre est respecté? Comment se fait-il qu'il y ait régulation? Ou à l'inverse, comment se fait-il qu'il y ait explosion, implosion, transformation, voire dissolution d'un système? La cybernétique va directement amener aux sciences cognitives et à l'intelligence artificielle qui vont être la formalisation de la cybernétique pour la conscience humaine et donc pour les organisations humaines. Et c'est ça qui nous intéresse principalement en sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire la cybernétique va permettre de formaliser l'ordre dans les systèmes humains. Ludwig van Bertalanffy va être celui qui va ouvrir la cybernétique à une deuxième cybernétique, à une théorie générale des systèmes. Il écrit un livre, un ensemble d'articles qui sont rassemblés dans les théories générales des systèmes et qui est un peu le point de maturation dans les années 70 de la cybernétique. La cybernétique va reprendre évidemment la loi de l'entropie, la seconde loi de la thermodynamique, l'entropie, qui va permettre à un moment de définir la différence entre chaos, imprévisibilité, ordre et prévisibilité. Donc, on va essayer de s'interroger à ce qui fait ordre, et on va voir que ce qui fait ordre n'est pas simple du tout. Il y a des questions de réversibilité, d'irréversibilité, parfois il y a des transformations continues, et donc la seconde loi de la thermodynamique dit qu'en fait, il y a préservation de l'identité, mais dans une transformation continue.
C'est pas antithétique. Le système n'est jamais le même tout en essayant d'être le même. Il garde son identité tout en changeant de nature. Donc c'est cette réflexion que la cybernétique va apporter. Donc un système, c'est avant tout donc un ensemble d'éléments liés entre eux par un réseau d'informations plus ou moins stabilisé. Et ce réseau d'informations possède en lui des éléments qui permettent de l'ordonner, de gouverner, c'est-à-dire de l'empêcher d'avoir une entropie telle qu'il perd sa nature de système, qu'il devienne un chaos, ni à l'inverse, l'empêcher d'avoir une négantropie telle qu'il devienne incapable, par sa structuration, par son ordonnancement, par son système figé, il devienne incapable de s'adapter dans son environnement. Il y a 2 points limites dans un système. Il y a la mort par implosion, c'est-à-dire par une négantropie telle que le système ne peut plus s'adapter à son environnement, ne peut plus interagir avec son environnement. Il s'est régulé à un tel point, il est ordonné à un tel point que l'échange avec l'environnement est devenu impossible. À l'inverse, le système peut exploser, c'est-à-dire qu'il peut recevoir tellement d'entropie de son environnement, tellement de chaos de son environnement, que lui-même est bouleversé en permanence par son environnement et il se désorganise, il atteint un niveau de chaos, un niveau d'imprévisibilité qui fait qu'on ne le reconnaît plus. Non pas qu'il ait disparu, mais on ne le reconnaît plus comme système, il a perdu son identité et il a fusionné dans le chaos. Donc vous voyez, ces 2 points limites vont amener la réflexion autour de cette gestion dans un seuil, dans un niveau moyen, dans un niveau variable, qui fait qu'on reconnaît encore un système. Un système est encore un système quand il a un certain degré de prévisibilité. Et donc, ce degré de prévisibilité, c'est cet espace frontière entre la négantropie absolue, la mort par ordonnancement, ou l'explosion totale, c'est-à-dire la fusion dans l'entropie environnementale. Et cette couche-là, on va l'appeler la couche homéostatique. La couche homéostatique, qui veut dire évidemment homéo, le même, statique, état, reste dans le même état, se maintient dans le même état. Donc la gouvernance, c'est la recherche des fonctionnements homéostatiques. Comment on fait dans un système pour qu'il soit dans le même état, c'est-à-dire qu'il préserve sa façon de fonctionner, qu'il préserve la distribution des éléments, qu'il préserve les divisions et les champs qui forment ce système. Que ce soit à l'intérieur d'un corps humain, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une entreprise, il existe toute une série de fonctions, toute une série de programmes qui permettent à un moment, quand il y a trop d'entropie ou pas assez d'entropie, de maintenir, de réenchérir le système pour qu'il se reconstruise en permanence. Et vous voyez, l'homéostasie, c'est une bataille entre cette tendance négantropique d'ordonnancement, si on laisse les fonctions d'ordonnancement travailler, celles qui exigent l'ordre dans le système, elles auront tendance à tuer le système par négantropie, et en même temps, il y a des fonctions qui, face à cette négantropie, essayent d'absorber l'énergie environnante, essayent de consommer l'énergie environnante, et par là même, il faut rentrer l'entropie dans le système, et si on les laisse fonctionner d'une façon indépendante, eh ben, elles vont accélérer le système anthropique au point que ce système peut se perdre et exploser, se dissoudre dans son environnement anthropique. Et donc c'est une bataille en fait, c'est un système de combat permanent, de régulation permanente, de compétition permanente entre les fonctions négantropiques et les fonctions anthropiques. Car tout système, évidemment, s'il fonctionne, a besoin d'énergie. Et donc s'il a besoin d'énergie, il a besoin de rentrer dans un environnement pour en absorber cette ressource. Que ce soit le cerveau à titre informationnel, que ce soit le corps parce qu'il mange et donc il a besoin des matières de l'énergie, il respire, il a besoin de son environnement énergétique, que ce soit un groupe, une équipe de football qui va à un moment consommer de l'énergie et consommer de l'information, vous voyez, tous les systèmes peuvent être analysés selon cette capacité à se coordonner à un moment et rester ensemble dans une forme. Ce que va rajouter l'approche cybernétique par Norbert Wiener, c'est la flèche du temps. C'est-à-dire qu'en fait, le travail nécessaire pour digérer l'entropie environnementale nécessite de la production. Et cette production, ce travail, va nécessairement transformer le système. C'est-à-dire que le système, pour pouvoir réduire l'entropie dans son environnement, va nécessairement fabriquer à un moment de l'information, de la matière, de la structure, et donc va changer.
Et donc le système ne peut pas rester lui-même, puisqu'il doit, une de ses fonctions homéostatiques, est d'absorber l'entropie et de la transformer en travail, et de la transformer en information. L'information et l'énergie permettent de compenser l'entropie. Et donc l'absorption continue d'entropie va nécessairement produire de l'énergie, ou produire de la matière, ou produire de l'information. Et donc le système, progressivement, va évoluer, et à un moment, va changer de nature, parce qu'il y a des effets de seuil où à un moment, le système peut changer d'état. Et donc la recherche de cet état d'équilibre permanent, chaotique, qui est extrêmement difficile, on se rend compte que le système a en lui la capacité de réagir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas extérieure, ce n'est pas son environnement qui va le transformer, mais c'est bien le programme, sa façon de réagir à son environnement qui va le transformer. Donc il a en lui, on dit dans son ADN, dans la définition fondamentale de ses capacités, ce sont ses capacités fondamentales de transformer son environnement, de le digérer, de gérer son entropie, qui va donner l'identité au système. Donc un système se transforme, se change par lui-même. Son environnement, par son entropie, l'environnement par son entropie, est une proposition de changement. C'est une offre de chaos. L'environnement offre au système la possibilité de devenir un chaos total, de s'enrichir à un point où il perd sa nature. Mais le système est système, c'est quasiment une réflexion darwinienne. Le système, s'il est système, c'est qu'il a survécu à l'entropie. C'est qu'il a en lui des dispositifs pour digérer l'entropie, pour digérer le chaos et le transformer en ordre. Et donc vous voyez que tout système a un programme qui détermine sa façon de se transformer face à l'entropie. Même si cette façon est parfois d'exploser ou au contraire de mourir d'une façon négantropique, tout système a une capacité. Et la mutation de ces capacités, c'est transformer le système. À chaque fois qu'on transforme profondément les capacités de gérer l'entropie d'un système, évidemment, on va transformer son destin et on va transformer son but et on va le faire muter. La mutation, c'est l'acquisition de compétences nouvelles dans la capacité de gérer la complexité de l'environnement et la négantropie. Donc, premier élément, tout système tend vers un but qui est inscrit à l'intérieur même de l'ADN de ces éléments, c'est-à-dire des compétences, de la capacité de ces éléments, que ce soit individuellement ou collectivement, à réagir à l'environnement. Deuxième élément, la communication, c'est ce qui permet de coordonner, de réorganiser le système et de le structurer. Vous changez la structure des systèmes de communication et d'information d'un système, vous changez sa nature. La définition d'un système, à un moment, c'est la coordination des éléments pour pouvoir réagir à leur environnement. Et cette coordination doit être régulée. Donc vous voyez que l'information, les échanges informationnels, c'est le système. C'est-à-dire que la structure du système, c'est sa structure d'échange d'informations. Troisième élément, il existe des processus d'autorégulation, on en a parlé tout à l'heure, et dans des systèmes spécialisés, il existe même des éléments qui ont pour fonction première de gérer l'entropie. Il y a une division du travail qui fait que certains éléments du système sont consacrés à la gouvernance, sont consacrés à la construction et à la gestion de l'entropie, la transformation de l'entropie en énergie ou en information. Donc vous voyez, il y a des fonctions spécialisées qui font office de régulation. Dans la plupart des systèmes, les éléments sont tous plus ou moins engagés dans cette entropie, mais certains ont des fonctions beaucoup plus spécialisées. On peut avoir des systèmes hiérarchiques dans lesquels la gestion de l'entropie, la production des règles, est une fonction très spécialisée, détachée des autres fonctions. Et, parmi les fonctions de régulation, il y a évidemment le travail, c'est-à-dire la production d'énergie, qui passe par la production de nouvelles matières, à un moment donné, qui vont stocker cette énergie. La reproduction des éléments qui ont été détruits. Le système peut, à un moment, devoir subir des destructions, des transformations, qui a nécessité de reproduire en permanence les éléments. Il y a la production d'informations, le stock de formes, qui vont permettre, à un moment, de rendre plus complexe la capacité à comprendre les codes informatiques qui arrivent de l'environnement. Il y a donc une marge de variation. Aucun système n'arrive à se stabiliser, n'arrive à s'ordonner. Il y a toujours des moments d'excitation très forte, de chaleur très forte, qui vont nécessiter énormément de travail, énormément de dépenses d'énergie, énormément de production d'informations. À l'inverse, il y a des refroidissements où on ne reçoit plus assez d'entropie, dans le sens où l'environnement est relativement stabilisé, et donc on va avoir à un moment un travail régulier, routinier, ordonné,
et qui va, à un moment, se stabiliser avec son environnement. Certains systèmes, les plus complexes, connaissent les processus de transmutation. C'est-à-dire qu'il y a des complexes, il y a des systèmes qui ont cette capacité, les systèmes les plus évolués, ont cette capacité à changer de système momentanément, à changer de nature momentanément. Ça, c'est véritablement surprenant, c'est qu'il existe à un moment des fonctions réorganisatrices du système qui sont capables de leur changer de nature. Prenons un exemple, une démocratie, par exemple, en état de guerre, change de nature. On ne peut pas dire qu'un pays démocratique, républicain en état de guerre soit encore une démocratie et une république. Elle a en elle des dispositifs qui déclarent l'état de guerre et qui fait que désormais nous sommes en dictature. Nous sommes en dictature démocratique, nous sommes en dictature républicaine. Beaucoup des libertés fondamentales sont suspendues et on ressemble beaucoup plus à une dictature militaire qu'à une démocratie et une république. Mais en même temps, dès que l'état de guerre, dès que l'environnement a changé de nature, eh ben il y a des dispositifs qui permettent de revenir à un état de fonctionnement républicain. Le corps humain, c'est la même chose. Quand on tombe malade, qu'est-ce que c'est que tomber malade? Avoir de la fièvre, être alité, avoir les muscles qui ne bougent pas. C'est un processus qui permet à notre corps de changer notre nature de fonctionnement, notre façon de fonctionnement. Les déplacements sont réduits, la température, la conscience. Il y a un chaos, on change véritablement d'état. On ne peut pas dire que quand je suis alité avec 42 fièvres, je ressemble à un état naturel. Et cet état est un passage de seuil, un excès anthropique qui fait qu'à un moment on est dans un état de maladie et on revient progressivement, une fois que tout ce chaos, toute cette étrangeté dans notre corps a été éliminée et dissoute, transformée, eh ben, on revient à un état de fonctionnement tout naturellement, beaucoup plus connu, beaucoup plus régulier, qui est l'état de bonne santé. Voilà. Ça, c'est un phénomène fascinant et, de la transmutation, c'est-à-dire la capacité d'un système non pas uniquement de gérer dans ses marges, entre un maximum d'entropie et un minimum d'entropie, mais vraiment un moment de basculer, de se transmuter dans un autre système qui est beaucoup plus adapté à un environnement qui lui-même a basculé, qui a vraiment changé dans ses règles, et à un moment pouvoir revenir dans d'autres états. Cette variabilité des systèmes, c'est vraiment un des objets fascinants en sciences de l'information et de la communication. L'analyse systémique est donc une analyse à la fois dynamique, théologique, une analyse des process, mais en même temps une analyse de la structure. On va analyser à la fois la structure, qu'est-ce qui fabrique le système, quels sont les éléments, quelles sont ses matières, quels sont ses types d'échanges d'informations, et en même temps sa dynamique, les objectifs qu'il veut atteindre, les variations dans lesquelles il vit, les processus par lesquels il transforme l'information et l'énergie. Donc, ce système dynamique va nous permettre de voir que les systèmes sont toujours des systèmes emboîtés les uns dans les autres. Et qu'à un moment donné, à un niveau au-dessus, le fait de faire système, le fait de s'organiser, fait émerger une compétence pour le niveau au-dessus. La conscience, ce n'est rien d'autre qu'une forme d'organisation d'un système neuronal. Et la conscience est une fonction à l'intérieur du corps humain qui forme système, et quand la conscience et le corps humain fonctionnent en bonne santé, eh ben, on a l'émergence de l'humanité, on a l'émergence d'une forme qui est l'être humain, qui lui-même va rentrer en tant que membre d'une espèce dans un système biologique qui lui est au-dessus, etc., etc. Donc on voit bien que la compréhension d'un phénomène passera par la compréhension du système du niveau inférieur. Si je veux comprendre ce qu'est la conscience, il faut qu'à un moment, je comprenne la dynamique des éléments systémiques qui forment cette émergence qu'est la conscience, c'est-à-dire le système neuronal. Si je veux comprendre ce que c'est que la créativité dans une entreprise, si je vois qu'une entreprise est bien plus créative que d'autres, elle a une tendance à produire régulièrement des éléments nouveaux, des éléments pertinents, alors qu'une entreprise devient de plus en plus obsolète, il va falloir que je comprenne quel système d'échange informationnel, entre quels éléments, quel est le système à l'intérieur de cette entreprise qui me voit constater l'émergence de cette créativité par rapport à une autre entreprise. La paix, le bien-être dans une famille. Si je suis psychologue et que j'étudie le bien-être dans une famille, je vois bien que émerge ici un système qui ne produit pas de conflit, qui ne produit pas de crise, qui ne produit pas de cris, qui n'est pas au bord de l'éclatement, et par contre, dans un autre environnement, je vois bien que
on a globalement, au regard de cette famille, vraiment un effet chaotique avec des hurlements, avec des cris, avec des blessures, avec des larmes. Et donc, ces deux états-là, si je veux les étudier, l'émergence de ces états d'une façon globale, la constatation globale de ces éléments, eh ben, c'est par l'analyse du système du niveau en dessous, c'est-à-dire le comportement de chacun des individus au regard des autres et leur échange à un moment d'information. Donc vous voyez, l'émergence, c'est la constatation au niveau d'au-dessus, à l'échelle supérieure, de fonctionnalités, d'états, qui ne peuvent être expliqués par l'analyse systémique au niveau d'en dessous. Troisième élément important, la complexité. Les systèmes sont plus ou moins complexes, sont plus ou moins capables d'une variation, d'une réorganisation, d'une adaptabilité à l'environnement. Et cette question de la complexité est essentielle. Plus le système est capable de digérer une entropie, plus il est capable d'affronter des transformations radicales dans son environnement, plus il est complexe. Plus il a cette capacité à pouvoir changer et comprendre et interpréter des choses totalement imprévisibles. Cette question de la complexité, c'est une question qui est liée à la question de l'adaptabilité. Et donc il faut à un moment réfléchir à qu'est-ce que c'est que pour un système d'identifier les différentes variabilités imprévues de son environnement et quelle est sa capacité à les digérer. Évidemment, on parlera de systèmes complexes. Parce qu'ils sont tellement complexes qu'on a beaucoup de mal à comprendre comment ils gèrent la complexité. On parlera de systèmes complexes, des systèmes qui se baignent parfaitement et s'adaptent parfaitement à des variabilités excessives dans leur environnement. On parlera aussi de systèmes complexes par défaut, les systèmes qu'on ne peut plus comprendre, qui sont tellement riches dans leurs échanges et dans leurs éléments qu'on n'a pas encore, nous, la capacité de les comprendre. Donc, c'est systèmes complexes par défaut, c'est-à-dire des systèmes qu'on n'est pas capable de comprendre aujourd'hui. Donc, pour classer les systèmes, les systémiciens vont utiliser plusieurs facteurs, plusieurs axes. On va parler de rigidité-souplesse, la capacité à un moment de changer de forme ou au contraire l'incapacité à un moment de changer les règles du jeu. Il y a des systèmes qui peuvent s'adapter et qui peuvent changer les règles de leur fonctionnement quand l'environnement l'impose. Et il y a d'autres systèmes qui, au contraire, ne peuvent faire que ce qu'ils font et ne supportent pas de pouvoir changer les règles du jeu, même si on leur annonce que ces règles du jeu sont devenues inefficientes et même si on leur annonce que l'environnement a complètement transformé et qu'il faut momentanément s'adapter. Rigidité, souplesse. Deuxième, entropie, négantropie. Il y a des systèmes qui ont tendance à vouloir réduire très fortement l'environnement extérieur dans l'impact qu'il peut avoir à l'intérieur du système. Ce sont des systèmes négantropiques, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à vraiment vouloir évacuer le plus possible la diversité, la complexité, l'imprévisibilité pour retrouver leur état initial. Ou au contraire, il y a des systèmes très entropiques qui peuvent constamment gérer, changer, se transformer et accepter qu'aujourd'hui, les règles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier et qu'au contraire, ils vont pouvoir gérer de plus en plus de phénomènes complexes et accepter de faire des actions une fois, deux fois, parce qu'elles sont extrêmement rares et ce n'est pas grave. On peut en même temps faire énormément d'entorses. Donc, rigidité, souplesse, entropie, négantropie sont des facteurs très proches et en général, c'est souvent les systèmes qui sont extrêmement souples qui sont capables de produire énormément d'entropie ou de s'adapter à une entropie très grande. Et inversement, les systèmes extrêmement rigides auront une tendance fortement négantropique à vouloir faire disparaître la diversité, l'imprévisibilité, etc., etc. Troisième élément, les frontières de l'explosion et de l'implosion. Quels sont les seuils qui permettent de dire qu'un système va disparaître ou par implosion ou par explosion? Quelles sont les crises? Quels sont les risques? Quels sont les changements d'environnement qui peuvent tuer à un moment un système? Fermé ou ouvert, c'est évidemment l'axe qui permet de définir la quantité d'informations qui rentre et qui sort. Il y a une frontière dans tout système et la frontière du système fait rentrer ou sortir de l'information et donc de l'énergie et donc de l'entropie. Donc des systèmes sont plus ou moins ouverts et des systèmes sont plus ou moins fermés parce qu'ils ont une capacité à gérer justement les ressources et donc l'entropie. Et donc vous voyez, ces quatre facteurs en fait sont très souvent corrélés les uns avec les autres et définissent des classes de systèmes. L'analyse systémique donc, elle va d'abord être structurelle et puis elle va être fonctionnelle.
La première partie, c'est quand je dois analyser un système, quand je dois avoir une approche systémique dans un système, je vais d'abord essayer d'analyser ses constituants. Qu'est-ce qui fait système? Donc, la première chose, ce sont les éléments constitutifs. Qu'est-ce qui est dans le système? Qu'est-ce que je vais définir comme une sorte de boîte noire? Qu'est-ce qui est pour moi l'échelle, l'élément sur lequel je vais analyser le système? L'élément constitutif. Je vais devoir le définir. Définir cet élément comme membre, comme niveau hiérarchique dans lequel je vais analyser les systèmes. Est-ce que j'analyse les services d'une entreprise? Ou est-ce que j'analyse les salariés de cette entreprise? Ou est-ce que j'analyse leur représentation mentale à l'intérieur de leur tête? Ou est-ce que j'analyse leur travail manuel, l'énergie et la matière qu'ils ont produit? Quelle est mon unité élémentaire systémique? Je dois la définir. Et il arrive très souvent qu'il y ait plusieurs sortes d'éléments dans un système. On va parler d'analyse homogène ou d'analyse complexe ou hétérogène. Hein, il se peut que dans mon système, j'analyse à la fois le fonctionnement d'ordinateurs, de logiciels d'information, d'individus, de conscience. Parfois, je dois analyser le travail en tant qu'action et en même temps la représentation. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments dans mon système. D'abord, je dois définir ce système. Deuxièmement, je dois définir ce qui n'est pas ce système. En quoi ce système, à un moment, a un environnement et qu'est-ce qui fait frontière dans le système entre le nous et le eux, l'intérieur et l'extérieur. Donc, il va falloir définir comment le système lui-même va définir ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Qu'est-ce qui va rentrer en lui, qu'est-ce qui n'est pas rentré en lui. Et souvent même, les frontières peuvent être très rigides, où il est très clair de faire l'intérieur et l'extérieur, et parfois, il y a des zones grises. Des fois, certaines frontières sont plutôt des dégradés. Et il y a plusieurs façons d'être à l'intérieur, plusieurs degrés pour rentrer à l'intérieur et plusieurs degrés pour rester à l'extérieur. Donc il va falloir définir ce qui fait frontière. Parce que ce qui fait frontière va permettre de comprendre ce qu'est du périmètre du système, ce qui est du périmètre de son environnement. Enfin, un système, c'est des réseaux de relations. Échange d'énergie, échange d'informations, et donc production d'entropie par cet échange d'informations et d'énergie. L'énergie parfois enfermée dans de la matière. Hein, la matière n'est qu'un stock d'énergie. Hein. La matière n'est toujours qu'un stock d'énergie. Donc soit c'est des échanges d'informations, hein, l'argent c'est de l'information, un écrit, un oral, ou soit c'est de l'énergie en termes de matière. Donc tout système peut être défini par son réseau d'énergie, de matière, ou son réseau d'information. Donc il va falloir définir les systèmes d'information et les systèmes d'énergie et regarder comment en fait ces réseaux d'échange fonctionnent l'un avec l'autre. Et souvent, on va devoir travailler en réseau hétérogène, en réseau complexe à plusieurs niveaux, et on va devoir interpoler les systèmes d'énergie et les systèmes d'information. Enfin, quatrième élément, les stocks, les réservoirs. Tout système possède une façon de gérer ses excédents, à la fois d'énergie et d'information, en termes de mémoire ou en termes de stock énergétique. Et donc, ces stocks énergétiques sont des facteurs très importants pour le système pour pouvoir réguler son environnement. Quand l'environnement va diminuer son apport énergétique et son apport informationnel, eh ben le système, s'il a des stocks, s'il a des batteries, s'il a de la réserve d'énergie et de la réserve d'information, il va pouvoir aller sélectionner ce stock comme un environnement régulé, un environnement structuré. Car qu'est-ce que c'est qu'un stock à un moment donné? À un moment donné, le stock, c'est la rencontre entre la matière et l'énergie et l'information de son environnement et l'énergie et l'information nécessaires au système. Et quand il y a rencontre, il y a production d'ordre, et la production de cet ordre, cette structuration, peut ne pas être utile immédiatement, et donc on a deux choix, soit on l'évacue, parce qu'en fait, ce travail n'a pas été utile, n'a pas été utilisé par le système, et donc on a un système d'évacuation qui va faire qu'on va éjecter de l'énergie, voire qu'on va éjecter de l'information, l'oubli, soit on va le stocker à un moment donné, qui fait que quand il y aura nécessité d'information et une nécessité d'énergie, et que l'environnement ne l'apportera pas, eh bien on ira le chercher dans un monde extrêmement structuré et extrêmement adapté à son système. Le système a besoin de se structurer, de former un monde, une sorte de monde parallèle, hein, un monde second, qui est le stock et la mémoire, et qui lui permet de récupérer une énergie et une information qui est structurée de manière à être consommable extrêmement rapidement, sans génération justement d'entropie.
Et donc les stocks et les réservoirs, la mémoire, sont les éléments importants à observer dans le fonctionnement d'un système. Plus fonctionnellement, un système va être étudié dans la quantité d'énergie qu'il produit, dans les flux, dans une analyse de flux à l'intérieur de cette énergie, de cette information, dans sa variation dans le temps, dans sa variation dans sa mesure en quantité. On va observer plus précisément les régulations, quels sont les centres de décision qui régulent les flux à l'intérieur du système. S'il y a bien un réseau informationnel et énergétique, c'est qu'il y a des flux qui les transmettent, et la vie du système, c'est la gestion de ces flux. Et donc on va mesurer très factuellement quels sont les flux, quelles sont les quantités, quelles sont les vitesses de flux d'énergie et d'information, mais quels sont les processus de décision, quels sont les seuils qui déclenchent des décisions, quels sont les lieux où se prennent ces décisions, et quels sont les types de décisions négantropiques ou anthropiques dans un système. On va regarder plus précisément dans ces centres de décision par quelle boucle de rétroaction, par quel système d'information ces centres de décision observent le système, et comment les centres de décision s'informent sur l'état du système, sur son état de fonctionnement, et par quel processus ils prennent des décisions, parce qu'évidemment là il y a souvent de grosses difficultés, il y a des pertes, aucun système n'est harmonieux et parfait. Le système est constamment chaotique et les échecs sont très fréquents. Il ne faut pas avoir une idée, je dirais, de musique classique du système où on s'émerveille de son fonctionnement. Le système est en échec permanent. Il fonctionne avec difficulté. Il échoue en permanence. Notre conscience échoue en permanence dans la compréhension de notre environnement. Les entreprises échouent en permanence dans leur capacité à s'adapter à leur marché. Nous sommes constamment en échec. C'est plutôt la réussite qui est de l'ordre du miracle que de l'échec. Et pourtant, nous sommes suffisamment nombreux dans nos échecs pour faire survivre l'espèce. Donc, n'ayons pas non plus une sorte de vision absolument merveilleuse, comme ordonnancée par un grand horloger. Le système est un chaos, et c'est un moindre chaos dans un chaos, et souvent il est plus proche de l'échec que de la réussite. Donc il est intéressant de voir comment les centres de décision essaient de réguler tout ça, et par quel système d'information second, les boucles de rétroaction, il arrive à pouvoir donner des ordres de régulation. Et enfin, on va voir comment il y a un ajustement par les centres de décision eux-mêmes, en fonction de ces boucles de rétroaction, à des changements brutaux d'environnement. Qu'est-ce que c'est que les crises? Qu'est-ce que c'est que les transformations? Qu'est-ce que c'est que les seuils insupportables pour un système? Quels sont les risques? Et en fait, on va parler ici de gestion de risque ou gestion de crise pour un système. Qu'est-ce que c'est que la crise pour un corps humain? Qu'est-ce que c'est que les risques qu'il entreprend pour un corps humain? Et comment, à ce moment-là, des programmes seconds de gestion de risque, de transmutation, de transformation vont se déclencher pour pouvoir ultimement faire survivre le système. Donc vous voyez, on a à la fois une théorie générale du système, mais aussi on a une méthodologie professionnelle d'analyse systémique. Cette méthodologie générale et cette théorie du système vont être un des fondements de la transformation des sciences de l'information et de la communication en sciences appliquées et en même temps en conseils et pratiques professionnelles. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer la deuxième partie, c'est l'application de cette approche systémique dans la compréhension des processus cognitifs et du traitement de l'information dans l'intelligence humaine, qui va être un des modèles de réflexion sur l'intelligence artificielle. Merci de votre attention.